Emmanuel Bou, bonjour, merci d'être parmi nous. France, Italie, Russie, vous y avez vécu, vous y avez travaillé. Ancien président de Canal+ en Italie, vous êtes un véritable couteau suisse. Consultant en stratégie et communication, analyste des relations russo-européennes, vos liens sont par ailleurs très nombreux avec les pays du Moyen-Orient, Égypte, Turquie, Syrie et Iran. Ce vaste parcours de vie vous permet de penser le monde, les relations internationales et les points de vue de chacun sous un angle singulier et international. Vous avez au cours de votre carrière collaboré avec différentes instances religieuses et c'est une question qui nous intéresse beaucoup à Libre Média aujourd'hui. On parle de diplomatie vaticane. De quoi s'agit-il au juste, s'il vous plaît ? C'est une question très complexe. D'abord, merci de m'accueillir parmi vous et mes meilleures salutations à tous les téléspectateurs. En fait, la diplomatie vaticane, c'est très difficile à décrire, surtout dans le contexte actuel, où en fait, on observe plus une diplomatie papale qu'une diplomatie vaticane. Et cette diplomatie papale, elle s'inscrit dans la personnalité même du pape, qui, je crois, assume une dimension spirituelle qu'il est difficile de reconnaître chez ses prédécesseurs. Et dans le contexte actuel, c'est vrai que à l'échelon mondial, c'est le premier pape qui représente le monde multipolaire qui est en train de se construire. Très bien. Vous avez le sentiment que le pape s'inscrit d'une manière particulière dans la crise ukrainienne ? Alors, le pape a tenté de dépasser certaines dynamiques traditionnelles du monde des affaires étrangères du Vatican, qui s'inscrivaient dans un contexte extrêmement temporel. Sa volonté de donner une approche spirituelle et une analyse spirituelle au conflit lui a conféré au départ un sentiment d'incompréhension de part et d'autre, parce que sur le conflit, sur la tragédie ukrainienne, russo-ukrainienne, c'est vrai que quand on parle encore, même maintenant, de paix en Occident, on est considéré comme un traître. Et quand on parle de paix en Russie, on peut être aussi considéré comme un traître. Le pape n'a pas du tout voulu entrer dans cette dynamique. Le pape a voulu inscrire sa mission spirituelle au service d'une solution, ou en tout cas d'une dynamique qui pourrait porter à des solutions. Et c'est pour cela qu'il a choisi d'agir directement. Bien sûr, la machine vaticane est toujours opérationnelle, mais il a choisi d'opérer directement par deux biais principaux. Le premier, c'est en identifiant dans le cardinal Zuppi quelqu'un qui pouvait ne pas inquiéter la diplomatie traditionnelle vaticane tout en étant porteur de l'originalité du message du pape. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est par le fait d'avoir identifié en Russie un interlocuteur qui n'hésite pas à baptiser son ambassadeur personnel pour ne pas faire de confusion avec la représentation du Vatican en Russie, et en ayant identifié le président d'une association qui s'appelle l'Association des Vieux Croyants, Leonid Sevastianov. Les Vieux Croyants sont la résultante d'un schisme à l'intérieur de l'Église orthodoxe en 1666. Et elle se différencie depuis plusieurs siècles de l'Église orthodoxe traditionnelle, alors qu'elle a aussi donc cette importance, l'Église orthodoxe est sur l'échiquier de la solution, indéniablement. Et donc le pape a choisi un interlocuteur qui peut avoir des différends avec l'Église orthodoxe traditionnelle, mais qui en même temps la connaît bien, puisque le président de l'Association des Vieux Croyants, Leonid Sevastianov,
a travaillé pendant plusieurs années avec le patriarche Kirill quand il était encore que métropolitain. Donc c'est une démarche papale extrêmement originale et qui a conduit son émissaire Zoupi à rencontrer tous les interlocuteurs des États-Unis, en Chine, en Ukraine et en Russie, et probablement aussi dans différents pays européens. Le message a été peut-être mal compris du pape. Quel est le message du pape? C'est un grand pacifique. Comment résumeriez-vous pour l'incompréhension que ces déplacements ont suscité sa pensée, son message, le plus grand nombre? Alors, je ne suis pas un religieux, mais je crois qu'il faut véritablement revenir aux évangiles et voir que le pape se fait porteur du message du Christ qui consiste à qui voudrait pratiquement mettre les gens autour d'une table, non pas promoteur d'une solution. Le pape, c'est pas quelqu'un qui va faire des lignes sur une carte. Le pape, c'est pas quelqu'un qui va calculer économiquement les dommages, les solutions, mais c'est quelqu'un qui pense tous les jours aux centaines de milliers de morts que ce conflit a déjà généré. Et donc, sa priorité, c'est mettre fin au conflit par la discussion. Il considère que plus on met d'armes sur le terrain, et plus les gens vont se tuer. Et récemment, on en a peu parlé, parce qu'on a parlé quand il a visité Marseille et la Méditerranée, on a parlé de sa rencontre avec le président Macron. Je crois qu'on n'a pas évoqué le fait que le pape ait pu discuter de la question du conflit russo-ukrainien. Il en a parlé et il en a fait aussi une priorité, puisque son but, c'est de dire arrêtez de livrer des armes et en même temps, simultanément, mettons-nous autour d'une table, mettez-vous autour d'une table. Le Vatican, État temporel, pourrait accueillir une telle session. D'autres réalités pourraient le faire aussi. Mais aujourd'hui, le pape veut surtout insister sur le fait de la souffrance qu'il a à voir mourir de part et d'autre des gens tous les jours et de voir des gens favoriser ce conflit. Un souvenir qu'il a, un triste souvenir qu'il a, et c'est malheureusement la rencontre avec le président Zelensky. Quand Zelensky lui a dit « Je commencerai à discuter quand les Russes se seront retirés de toute l'Ukraine ». Mais si les Russes se retirent de toute l'Ukraine, de quoi faut-il discuter? Donc c'est vraiment des velléités qui ne prennent pas en compte la situation actuelle, et le pape fait véritablement priorité de cette mission de tenter de mettre les gens autour d'une table. Qu'est-ce qui motive le pape dans sa mission spirituelle à adopter ce genre de démarche? C'est quoi le lien exactement entre sa vocation spirituelle et sa démarche sur le terrain, si je peux dire? Je crois que j'ai déjà fait allusion. Je crois que pour tout observateur, croyant ou non croyant, on a devant nous quelqu'un qui vit sa foi au quotidien, qui souhaite tous les jours que l'on puisse prier pour lui, et que son souci, mais je crois majeur quotidien, et sa souffrance quotidienne, c'est les victimes sur le terrain. Et donc, il est porteur d'une mission totalement spirituelle qui le distingue du pouvoir temporel dans lequel on veut le classer. Le pape, il n'est pas pro-russe, le pape, il n'est pas pro-ukrainien. Le pape temporel pourrait éventuellement être pro-russe ou pro-ukrainien. Le pape spirituel, c'est une autre dimension. Et il faut accepter cette autre dimension. Mais justement, le pape est perçu beaucoup comme un pape de gauche. Bon, je sais que c'est une simplification, mais est-ce que le fait qu'il soit plus proche de certaines positions, en tout cas considérées comme à gauche, notamment en Amérique latine, cette position plus à gauche, entre guillemets, favorise un certain, pas un rapprochement avec Moscou, mais dans la mesure où on sait que la gauche latino-américaine en général est beaucoup plus près de la Russie que la droite. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de perception du public, si je peux dire? Moi, je n'aurais pas cette approche.
le pape est un jésuite. Les jésuites ont toujours été porteurs, j'ai envie de dire, d'une mission à l'international. C'est tout de même du corps de l'Église, de l'histoire de l'Église, ceux qui sont allés le plus à la découverte de nouveaux continents et donc à l'écoute des autres peuples. Et le pape, comme je le disais peut-être en introduction, le pape est même le premier pape qui n'appartient pas, si on veut être temporel, au G7. Donc, moi, mon souci n'est pas de classer ce pape à gauche ou à droite, d'entrer dans une vision manichéenne d'un pouvoir temporel. Si on veut se rapprocher d'une appréciation temporelle, il faut dire oui, on a un pape qui aujourd'hui représente l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Océanie, et donc des continents auxquels on n'est pas forcément habitué à prêter attention. C'est ça. Pardon ? Oui, je disais oui, bien sûr, l'Amérique latine, parce que vous savez, vous connaissez bien la théologie de la libération, donc c'est sûr que le fait que le pape soit latino-américain, qui connaisse très bien ce qu'a été la théologie de la libération, l'influence qu'a eu ce courant de pensée sur son continent, évidemment, le classe un peu à gauche de cette façon-là. Du moins, encore une fois, dans tout le jeu de perception auquel on assiste, là. Le sentiment que moi, ça me donne, je me permettrai là de donner mon avis, c'est qu'on a un pape, pour reprendre votre analyse, Emmanuel Gou, qui transmet le message purement des évangiles. Et c'est un message de paix, d'amour et de pardon. Alors ça peut, dans la société dans laquelle on évolue, prêter à sourire, mais en tout cas, depuis le début du conflit, ce sont uniquement ce type de messages qui ont été délivrés par le pape, qui sont la copie conforme des évangiles. Paix, amour, pardon. Alors, ce sont des termes aujourd'hui que l'on n'emploie plus, mais qui sont d'un courage et d'une force. Et si on les employait peut-être un peu plus souvent, beaucoup de situations seraient évitées. C'est en cela qu'il invite au dialogue. Alors, c'est toujours gênant, j'imagine, pour le plus grand nombre d'envisager de parler de pardon et de dialogue en temps de guerre, mais si personne ne le fait et si la paix n'est pas envisagée, comment peut-on cesser cette tragédie qui aujourd'hui fait déjà 500 000 pertes à minima de chaque côté? Voilà. De fait, l'avantage que le pape se fasse porteur de ce message de paix extrêmement difficile et complexe, j'ai envie de dire, là, il a l'avantage d'avoir l'oreille de toutes et de tous. Donc, il peut faire office de sa mission, non seulement, j'ai envie de dire, au grand public, mais par toutes les rencontres qu'il peut avoir avec les leaders du monde, puisqu'il échange avec le président américain, il a créé des liens avec la Chine qui sont forts. Il a une attention sur la Russie parce que peut-être même qu'une réflexion entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident le pousse aussi à des sacrifices. Et donc pour lui, c'est vraiment une démarche extrêmement soufferte, mais qui est devenue, je crois, sa préoccupation essentielle. Il voit dans ce qu'il peut faire au service de la paix, tout en tenant des discours qui, vous l'avez rappelé Anne-Laure, peuvent être considérés comme n'appartenant plus à notre époque. En fait, il est en train de tenter de réconcilier, au-delà de ce qu'il veut faire en Ukraine, de réconcilier des populations entières avec des valeurs, avec un message du Christ, que l'on puisse partager ou ne pas partager. Mais je crois que à la fin, on se rendra compte qu'on devient admiratif, quelle que soit sa foi, de ce qu'est en train de faire le pape. Je crois que c'est essentiel et ce n'est pas facile par rapport justement à l'environnement dans lequel il se trouve, parce que le Vatican est aussi une mosaïque de pouvoir extrêmement complexe. Je faisais allusion à l'appartenance jésuite du pape François. On vantait les liens de Benoît XVI avec l'Opus Dei. Il y a dans le Vatican, il y a une mosaïque de pouvoir extrêmement complexe.
et qui ne supportent pas forcément ce qu'est en train de faire le pape, parce que justement, ils sont peut-être dans cette phase plus proche du temporel que du spirituel. Comment est-il perçu le pape dans le monde orthodoxe, dans l'opinion publique? Parce que, bon, évidemment, le conflit concerne d'abord le monde orthodoxe. On sait que l'Église orthodoxe est de plus en plus divisée. Enfin, peut-être ce n'est pas votre opinion, mais on sait que la guerre en Ukraine a accentué certaines fractures qui existaient déjà dans le monde orthodoxe. On sait que deux églises indépendantes, que le patriarcat de Constantinople, deux églises auxquelles le patriarcat de Constantinople a accordé une certaine autonomie. Je pense que c'était en 2018. Donc, comment est-il perçu le pape dans un conflit qui concerne d'abord les orthodoxes? Je crois qu'en Russie, je ne parlerai que de cela, parce que c'est la réalité que je peux penser connaître, par le biais justement du lien que j'ai avec le président de l'association des vieux croyants. Je crois que le pape est en train petit à petit de conquérir une opinion publique qui est très attentive, tout en étant très liée à son Église orthodoxe. Et le fait que la rencontre de Cuba ait eu lieu entre le patriarche Kirill et le pape a été certainement un premier pas, et que je sache, le patriarche Kirill a une très très haute considération pour le pape, une très, très grande admiration, et on peut souhaiter que la spiritualité domine des deux côtés. Ça reste toujours très complexe, puisque ce sont deux réalités extrêmement différentes, mais le lien existe, le contact existe, et on se rend compte que il serait totalement erroné de penser que derrière cette guerre, il y a des velléités religieuses, comme certains ont pu dire et écrire, mais la religion peut devenir non pas source de conflit, comme certains ont essayé de le faire devenir en Ukraine, mais source de solution. Donc, le pape est perçu comme un interlocuteur légitime. Il y a une vraie curiosité en ce qui concerne le pape. En effet, on s'est fait écho, l'association des vieux croyants se fait régulièrement écho dans la presse russe des déclarations du pape. Et je crois que c'est important, parce que toutes les déclarations ne plaisent pas aux Russes. Donc, c'est pas la question de. Le pape ne déclare pas quelque chose pour plaire à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest. Là, on vit dans un monde où la communication a pris le pas sur l'action. Donc, les gens communiquent, les gens agissent en fonction de la communication. Vous êtes tous deux journalistes, donc vous le savez. Aujourd'hui, l'action est conditionnée par la communication, alors que la communication devrait servir l'action. Le pape est dans la logique de l'action, pas de la communication. Mais l'action qui ne relevait pas plus du temporel que du spirituel, ou... Non, l'action peut être spirituelle. Quand le Christ meurt sur la croix, l'action est terrifiante, mais elle est temporelle. Mais en même temps, elle est porteuse d'un message spirituel qui a traversé les siècles. Mais êtes-vous en train de nous dire que le pape est peut-être davantage pris au sérieux dans le monde orthodoxe qu'en Occident même, d'une certaine façon, parce que l'Occident croit moins que le monde orthodoxe, que l'Amérique latine en général. Est-ce qu'il bénéficie, le pape, d'une aura qui, disons, une aura qui est moins forte en Occident actuellement, dans le monde orthodoxe même? Je crois que le problème en Occident du pape n'est pas un problème du pape. Il y a un vrai problème en ce qui concerne l'Église catholique et les croyants, et les erreurs qui ont pu être commises par l'Église catholique. Donc je crois qu'aujourd'hui, entre une société extrêmement matérialiste, une société qui prétend à des évolutions sociologiques parfois un peu brutales, c'est vrai qu'il y a un détachement par rapport à ce que peut être le message du pape, et donc le message de l'Église catholique. Dans d'autres réalités, mais qui sont les trois quarts du monde, c'est pas la même chose. Alors en Russie, on ne peut pas dire qu'il y a la plupart des Russes se disent orthodoxes, mais en même temps, ils vont pas à l'église. Donc, c'est un rapport avec l'église orthodoxe qui est plus culturel, probablement, que spirituel. Ça, c'est mon appréciation. Ce qui n'ôte rien qu'il y a des gens qui croient, bien entendu, vraiment en Russie. Mais la dimension du pape, encore une fois, elle s'inscrit dans un monde qu'il faut cesser de ne pas voir.
il n'y a pas que le G7, il n'y a pas qu'un G20 qui est tenté de donner un strapontin à 13 autres nations. Et c'est la raison pour laquelle le BRICS est en train d'évoluer. Et le BRICS évolue pour s'élargir, parce qu'il considère que le G20, c'est grosso modo les leaders du monde, ceux qui se pensent leaders du monde, qui ont invité 13 autres pays pour participer à quelques discussions, alors que ce monde-là existe, il a économiquement, politiquement, historiquement son poids, et il s'affirme de plus en plus avec le BRICS, comme la dernière réunion a pu le démontrer en Inde. Et donc, il y a une véritable évolution. D'ailleurs, moi, je me fais porteur d'une idée qui est de plus en plus partagée, c'est par exemple d'offrir au Vatican, d'inviter le Vatican à la prochaine réunion du BRICS comme observateur. Le Vatican a une position d'observateur aux Nations Unies. On pourrait imaginer qu'à une réunion du BRICS, la prochaine, le Vatican soit invité à participer comme observateur, puisque c'est tout de même un monde alternatif, concurrent, mais pas ennemi du G7. Encore une fois, on veut opposer le BRICS au G7. Le BRICS ne s'oppose pas au G7. Le BRICS existe, le G7 existe, d'autres réalités existent, et elles constituent un monde dont les différences doivent être valorisées et ne doivent pas être source de confrontation. En tout cas, il y a au moins un pays dans les BRICS qui est catholique, et c'est le Brésil, d'ailleurs, est le plus grand pays, je pense, catholique au monde en termes de population, malgré la poussée du mouvement évangéliste. Anne-Laure, tu voulais ajouter quelque chose? On voit se dessiner ce monde-là, ce nouveau monde, les BRICS dont on se met à parler, mais qui existe. Hein, cette réunion de plusieurs pays n'est pas le résultat du conflit en Ukraine, même si on ne parle des BRICS que depuis février 2022. Pensez-vous que on puisse avoir d'autres priorités désormais avec cette tendance qui voit le jour et qui n'est pas, comme vous le dites, rival du G7, mais qui souhaite s'installer autrement, peut-être penser autrement le monde? Quel type de rapport les BRICS pourraient instaurer, réinstaurer ou inventer dans les relations internationales? Je crois que malheureusement, on a un sérieux problème, puisque tant au niveau BRICS qu'au niveau du conflit, que dans de nombreuses dynamiques aujourd'hui, les approches sont devenues extrêmement manichéennes et sont devenues extrêmement violentes d'un point de vue verbal. Il y a eu une escalation au cours des dernières années sur le vocabulaire utilisé, sur les prises de position, et sur les affirmations, sur les suppositions, sur les analyses qui n'avaient aucun sens, tant de politique, d'institutionnel, que du monde des médias, qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout de même un monde qui, en fait, à force de vouloir affirmer son autorité, se retrouve par rapport justement à un monde multipolaire qui est tout de même en train de se constituer, par rapport aux BRICS, de se retrouver. Alors, parler d'isolement, ce serait un peu trop fort, mais en tout cas, dans une position où ils ne réussissent plus à sortir d'affirmations qu'ils ont pu tenir, d'un langage qu'ils ont pu tenir, pour reconstruire des liens avec des peuples, avec des pays qui ne demandent en fait que cela. Alors, j'y pensais avant de commencer à répondre à vos questions. C'est vrai que les échéances électorales en Europe, dans différents pays, devraient peut-être tenir compte de la nécessité d'un renouvellement des autorités politiques. Puisque les autorités politiques d'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Commission européenne, on ne peut pas imaginer que la Commission aujourd'hui, sa présidente, puisse se retrouver à une table de négociation après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été supposé, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que les élections de l'année prochaine en Europe pourraient être porteuses d'un certain renouvellement qui viennent de droite, de gauche ou du centre, puissent consentir le dialogue. Parce que sinon, on s'enferme. Et je crois qu'on s'enferme de plus en plus en Occident. Et nous, Européens, on est devenus en fait la victime idéale de ces enjeux internationaux qui voient les États-Unis lutter pour garder leur suprématie
est prête à sacrifier n'importe qui, dont l'Europe. Et aujourd'hui, si on devait faire partie, les victimes humaines sont toutes en Ukraine, mais les victimes économiques, etc., l'Europe est même au premier plan des victimes de ce conflit aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on peut penser, Emmanuel Gou, que le pape a fait avancer le dossier de la paix, si je peux appeler ça comme ça? Est-ce que, concrètement, quelles sont les réalisations du pape jusqu'à présent? Parce qu'évidemment, on sait qu'il n'y a pas de résolution en vue, là. On parle beaucoup plus d'escalade, des tensions. Bon, récemment, les déclarations des personnalités officielles sont de plus en plus directes, de plus en plus provocatrices. Est-ce qu'il y a une évolution diplomatique depuis l'offensive russe? Je crois que bon, d'abord, concrètement, personne n'ignore le rôle que le pape a joué dans l'échange de prisonniers quand ils ont eu lieu. Okay. Et ça, c'est extrêmement concret. D'un autre côté, aujourd'hui, le pape, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui doit faire un dessin sur une carte. C'est pas quelqu'un qui doit tenir un langage sur les résolutions qui devraient être prises. Le message du pape, c'est parlez-vous, parlez-vous, faites taire les armes. Ok. Les conditions ne sont pas réunies, vous avez raison de le rappeler. Et au contraire, on est toujours dans une logique de surenchère, mais c'est parce que la logique est à la surenchère que le pape se fait toujours plus incident, plus fort sur la nécessité d'aborder le problème différemment et de trouver des interlocuteurs qui puissent se mettre autour de la table. Alors c'est vrai que ça paraît encore difficile, mais depuis quelques semaines, on assiste tout de même à des réflexions sur cette guerre qui dure, cette contre-offensive qui apparemment, moi je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un analyste du champ de bataille, mais en tout cas qui semble ne pas fonctionner. Les Russes restent campés sur leur position. Donc il y a un moment où un statu quo, on ne voudrait tout de même pas que ça devienne Corée du Nord, Corée du Sud. On a tout de même des peuples qui sont en Europe, des ambitions qui sont autres. Et donc je crois que c'est en répétant son message que le pape réussit à faire bouger les lignes. Pas sur la carte, mais de façon figurative. Ouais. Parce qu'évidemment, le public a en mémoire le grand combat de Jean-Paul II contre le communisme. Donc, on peut s'attendre à ce que le public s'attende, lui, à des actions plus concrètes, entre guillemets. Mais on comprend que, selon vous, l'action du pape est beaucoup plus, comme vous dites, spirituelle et symbolique. Donc, c'est vraiment par sa parole qui peut finalement faire bouger des lignes qui sont politiques et qui ne lui appartiennent pas nécessairement. Là. Alors là, je me permets, pardonnez-moi, Emmanuel, je vous en prie. Non, vous avez rappelé une chose essentielle. Vous avez rappelé l'action du pape Jean-Paul II. Mais il faut se remettre dans le contexte. L'Union soviétique, alors, cherche depuis des décennies, depuis son existence, à exporter une idéologie. Ce qu'on a oublié en Occident, c'est qu'avec ce qui s'est passé en 1991, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Poutine en l'an 2000, la Russie n'est plus un pays idéologique, c'est un pays concurrent. C'est un pays qui veut travailler industriellement, économiquement, socialement, culturellement, avec tous les pays du monde. Il n'y a plus de volonté d'exportation idéologique. Il n'y a plus l'athéisme communiste que l'URSS voulait exporter et qui était donc l'ennemi de Jean-Paul II. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut même retenir que pour certains pays, les valeurs de la famille sont parfois mieux incarnées en Russie que dans d'autres pays du monde occidental. Je pourrais penser au Canada, aux États-Unis ou à d'autres pays ou à certaines tendances dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, la grande différence avec Jean-Paul II, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi idéologique. Il y a un ennemi économique. Et la source de la guerre, personne ne l'ignore, est économique. Et c'est ça la grosse différence. Donc c'est là où la comparaison s'arrête. Non, je comprends, mais je voulais quand même rappeler ça parce que les gens ont, et particulièrement au Québec, au Canada, tout le monde a en mémoire le combat de Jean-Paul II contre le communisme. Donc, il fallait absolument que
Mais au-delà je de ça, mentionne. Jérôme, on a aussi changé de monde avec les réseaux sociaux, la communication extrêmement belliqueuse qui a été faite autour de ce conflit, mais en général, on a une atmosphère qui est extrêmement violente, des mots qui sont très séparatistes dans tous les sens du terme, où les notions de valeur, de dialogue ont été oubliées. On sent que le ton monte sur n'importe quel sujet depuis déjà un certain temps, bien avant l'Ukraine. Et ce qu'a fait le pape depuis février 2022 est déjà une marque de courage et une action. S'exprimer comme il a fait sur les réseaux sociaux en prônant la paix et le dialogue, et ce, dès le départ, ça a été le seul, Jérôme, pour rappel. Il suffit de voir là ce qui s'est passé avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, ou très récemment avec Luc Ferry, avant-hier ou hier, lorsqu'ils ont tenté de penser la notion de dialogue, accord de Minsk, ou tout simplement un cessez-le-feu, ou rediscuter des oblasts, ou de penser à mettre un terme à ce conflit. La violence médiatique et la violence sur les réseaux sociaux dont ils ont été victimes. Donc aujourd'hui, c'est une action d'oser s'exprimer, de parler tout simplement de dialogue, sans même parler de paix. On voit bien que tous ceux qui l'ont fait depuis février 2022 ont été évincés. Je reviens aussi sur Madame Royal, ce qu'elle avait vécu en mars 2022 lorsqu'elle proposait de revenir sur les accords de Minsk, avait été très très mal reçue et a fait l'objet de nombreuses critiques. Elle s'est d'ailleurs retrouvée mise sur une liste Mirotvorets, pour ne pas la citer, comme de nombreuses personnes qui ont osé tout simplement parler de dialogue. Donc, il ne faut pas négliger la violence que génère le mot paix, rencontre au sujet de l'Ukraine. C'est du jamais vu. La mise de noms sur des listes, je pense à Elon Musk, pour qui j'ai pas d'ailleurs particulièrement d'affection ou de respect, hein, peu importe, mais il faudrait quand même s'y attarder. La liste est longue. En France, on a de nombreux Français qui s'y sont retrouvés, ou de journalistes, et ça, je n'ai pas vérifié si c'était une fake news ou pas, mais semblerait que le pape y aurait été inscrit puis retiré. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas fact-checké. Donc, je mets ça vraiment avec... je pose ça sans avoir eu le temps de vérifier cette information. Mais c'est un acte, Jérôme. Aujourd'hui, s'exprimer en faveur d'un dialogue dans une période aussi trouble et violente que celle que nous traversons, c'est courageux. Et comme l'a dit monsieur Gou, je pense qu'au Vatican, si je peux me permettre, tout le monde n'est pas d'accord avec la démarche du pape. Donc, il y a aussi là un courage intellectuel à avoir dans des arcanes et personnel. Et certains diront courage spirituel, surtout. Et personnel. Non, vous l'avez bien rappelé. Vous savez, en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans l'approche de cette conversation, c'est que on n'est pas allé chercher qui a tort, qui a raison, et les origines. Et moi, encore une fois, je me rappelle tout le temps de ce que j'avais lu. Il fut un temps sur le général de Gaulle à la guerre de 6 jours, où, en parlant avec les autorités israéliennes, il avait dit vous pourriez avoir toutes les bonnes raisons du monde, si vous commencez la guerre en premier, c'est vous qui avez tort. Donc, moi, j'ai ça en tête. Mais ce que j'ai le plus en tête, c'est la rencontre du président français et de Poutine le 7 février dernier. Et cette rencontre, alors que Macron est président de l'Europe, donc il a l'autorité de l'Europe, il a l'autorité de la France, et sur la table, toutes les personnes qui ont pu être associées à la préparation de ce dossier le savent, mais ne le disent pas. L'accord était possible, la guerre pouvait être évitée, et elle ne le fut pas parce qu'on n'a pas eu l'autorité nécessaire pour pouvoir discuter face au président russe.
Et pour moi, ça reste une véritable blessure dans l'observation que j'ai pu avoir. C'est pour ça que pouvoir être associé aussi, de façon aussi modeste que soit-il, avec ce que fait le pape, avec son correspondant de l'association des vieux croyants en Russie et avec les démarches de son émissaire dans le monde, pour moi est quelque chose d'extraordinaire parce que le but est d'éviter d'autres morts. À titre personnel, j'ai un petit-fils qui est à Kiev et une petite-fille qui est russe, donc c'est très compliqué, et j'ai voulu le dire. Voilà. Oui, on peut dire que vous avez bien conscience de l'aspect fratricide de cette guerre. C'est une guerre civile. Qu'on le veuille ou non, c'est une guerre civile. On sait très bien que, pour faire un peu de provocation, quand Poutine dit tous les Ukrainiens sont des nazis, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Qu'il y ait une tranche dans la population ukrainienne qui soit traditionnellement anti-russe parce qu'elle était anti-bolchevique, qu'elle était peut-être anti-polonaise avant, dans l'histoire de ce pays, elle existe. Mais aujourd'hui, même si les Ukrainiens affirment à juste titre une identité ukrainienne, jusqu'il y a un an, c'était vraiment la même famille. Et il est rare de ne pas trouver de Russes moscovites ou de Russes tout court qui n'aient pas de parents en Ukraine. Donc vous imaginez la déchirure qui existe et qui malheureusement, comme Anne-Laure l'a répété à plusieurs reprises, s'est transformée en plus de 500 000 morts. Et puis une démographie en Ukraine qui est inquiétante aussi, puisque l'Ukraine faisait plus de 50 millions d'habitants quand on a fait l'indépendance en 1991, et aujourd'hui elle tourne autour de 20. Alors c'est pas que la guerre, c'est les difficultés des années 90, c'est la corruption des 2 premières décennies et pas seulement de ce siècle. Donc il y a un véritable problème, et donc les solutions vont au-delà des discussions, en effet, portées par des réflexes économiques, industriels, militaires, et ainsi de suite. Et donc, c'est encore une fois pour cela que le pape est porteur d'espoir, vraiment porteur d'espoir. Oui. Est-ce qu'en Occident, on ne sous-estime pas, en fait, le rôle du pape? L'Occident qui est de moins en moins croyant, parce qu'évidemment, le pape fait les manchettes, mais est-ce qu'il n'y a pas un angle mort? Par exemple, au Canada, où il a été reçu récemment, le pape, là, toute la question de la réconciliation avec les Autochtones, et je le dis très clairement, ça a été un flop. Sa visite au Québec, et il n'y avait presque personne, en fait. Le Québec était évidemment très, très catholique jusque dans les années 50, 60, et on prête de moins en moins attention aux actions du pape. Est-ce qu'on ne sous-estime pas, en fait, l'importance du pape, non seulement de manière générale dans le monde, mais dans ce conflit-là en particulier? Alors, vous me provoquez, on se souvient tous de l'expression le pape, le Vatican, combien de divisions de Staline, je crois. Non, oui, parce qu'en fait, il y a un véritable souci pour l'Église catholique en Occident au sens large, pour de multiples raisons. Et donc, parce que justement, ce lien est moins fort, et en effet, les églises se sont vidées, parce que, alors, par exemple, que vous avez évoqué Jean-Paul II. Jean-Paul II était populaire et en même temps, les églises se vidaient. Donc, c'est assez étonnant. Il faut toujours voir un peu, peut-être, de certains vases communicants entre une personnalité qui est apparemment très charismatique, comme le fut Jean-Paul II, et puis l'impact que ça a eu sur la foi en Occident. Les Journées mondiales de la jeunesse ont été un gigantesque succès au Portugal, et donc au-delà de ce que l'on peut ressentir ou de ce que les médias peuvent véhiculer, je crois qu'en effet aujourd'hui la sérénité du pape et le message qu'il tient, petit à petit, il faudra du temps, il en est conscient, mais gagnons. Et gagnons. Parce que les gens sont en quête dans le monde entier à la fin d'identité, de valeurs, et avoir le courage d'affirmer de telles valeurs par rapport à une situation aussi tragique, en effet, pour moi, sera porteuse d'espoir aussi au sein de populations qui aujourd'hui ne s'en rendent peut-être pas compte.
Pensez-vous que, aussi bien côté russe que ukrainien, la population civile est épuisée de ce conflit? Rappelons-le, on est à 500 000 pertes, hein, donc évidemment, ça doit être largement supérieur. Les chiffres lors des guerres sur les pertes et les morts sont rarement fiables pendant les conflits. Ça m'est difficile de vous donner une réponse en ce qui concerne l'Ukraine, parce que je crois qu'il y a une partie de la population qui est certainement encore importante et en faveur d'une résistance, d'une tentative de reconquête, et qui peut être légitimement animée par ce type de sentiment. Il ne faut pas sous-évaluer ce réflexe naturel. Côté russe, le témoignage que j'ai, parce que j'y vais régulièrement, est un témoignage qui est biaisé, puisque c'est un témoignage d'une grande ville comme Moscou, où, grosso modo, les sanctions n'ont eu aucun effet, la guerre est peu ressentie. Elle fut ressentie en octobre, quand il y a eu cette tentative de mobilisation, mais à part cela, la vie est parfaitement normale. Donc, le rapport avec la guerre n'est pas évident. Et les quelques drones n'ont pas ému la population moscovite. Donc, ça m'est difficile de donner une appréciation en profondeur, et je ne peux que me limiter à des observations sur le terrain. Très bien. Nous sommes dans une période qui se trouble malheureusement chaque jour. Le conflit dans le Haut-Karabakh a repris. Est-ce que vous souhaiteriez vous exprimer? Vous avez quelque chose à rajouter, à donner à entendre ou, je ne connais pas la réalité du conflit dans cette région du monde. Je crois que quand on m'a posé la question, j'ai dit 2 poids, 2 démesures. Je crois qu'on s'est trompé dans les 2 cas et qu'on est encore une fois, il faut pouvoir partir à l'écoute de l'histoire. L'histoire nous enseigne énormément d'éléments pour construire le futur, mais les caricatures ne servent à rien de part et d'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment le conflit russo-ukrainien, le conflit entre les Azéris et les Arméniens, et ce sont 2 poids, 2 démesures. 2 démesures totales. Emmanuel Gou, merci. Si nous pouvions terminer sur une note d'espoir, quel mot vous viendrait à l'esprit? Écoutez. Je crois qu'il faut savoir écouter. Il faut savoir toujours être très curieux, et que la curiosité et l'écoute sont fondamentales pour pouvoir tenter de remettre des gens autour d'une table. Rien de plus. Merci du temps que vous nous avez accordé. Merci pour ces éclaircissements, et nous vous transmettons tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup. Merci au Canada. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Un grand merci d'avoir participé à Délit d'opinion. OK. Au revoir. Merci.